Bon, salut tout le monde, vous l'avez vu aujourd'hui, on est de retour chez General Car Vintage. Et pour la vidéo d'aujourd'hui, eh bien, je pourrais commencer par... Là, c'est l'histoire d'un mec. Un mec dont le nom est devenu indissociable de celui d'une marque. Et vous l'avez compris, hein, ce nom, c'est Jean Rédélé. Et la marque, c'est Alpine forcément. Et d'ailleurs, vu la belle brochette de voiture qui est garée derrière moi, eh bien, ça aurait été dommage de ne pas en profiter pour faire un petit bond dans le passé et remonter aux origines de la marque Alpine. Allez, c'est parti. Alors avant de commencer, il faut que je vous parle d'une petite nouveauté YouTube. Si vous regardez cette vidéo depuis votre téléphone portable, eh bien YouTube vient d'ajouter une fonction communauté qui vous permet de poster et d'échanger avec moi, et aussi avec les autres abonnés de la chaîne. En gros, cette nouvelle fonctionnalité de YouTube, c'est le forum Aéroauto. Vous pourrez y poster vos propres photos ou me poser des questions directement. Et si vous avez des idées à proposer ou même des voitures à essayer sur ma chaîne, maintenant, vous savez où vous vous adressez à moi. Bon, maintenant que ça c'est dit, on peut continuer. Et forcément, quand on voit un tel alignement de voitures comme ça, pour un vidéaste comme moi, c'est du pain béni. Et forcément, il fallait que j'en fasse une vidéo. Parce que s'il y a bien une marque mythique dans le paysage automobile français, c'est bien Alpine. À la simple évocation de ce nom, on a tout de suite en tête des images de voitures sportives, de compétitions automobiles et de victoires en rallye. Pourtant, l'aventure Alpine est partie d'une toute petite voiture, la 4 chevaux. Ouais, exactement celle qui est derrière moi là-bas. Bonjour, voulez-vous venir avec moi? Je vais vous présenter une petite merveille, la 4 chevaux Renault. Et ce n'est pas n'importe quelle 4 chevaux, puisque c'est une 1063. Dans les années 50, Renault avait relancé son activité avec la 4 chevaux, qui a permis à beaucoup de Français de reprendre la route après-guerre. Et forcément, dès que tu mets une bagnole dans les mains de certains, ils finissent toujours par se tirer la bourre avec. Quel démarrage! Et si ça tenait généralement plutôt du bricolage d'amateurs, pour une fois Renault a décidé d'en faire une petite série tout droit sortie de son usine et entièrement préparée pour la compétition. Alors bonne route, je suis sûre que la 4 chevaux vous étonnera. Alors des 1063 comme celle-là, il y en aura en tout et pour tout 80 seulement de produites, dont 66 dites clients et 14 usines plus puissantes et réservées à l'écurie Renault. Alors extérieurement, elle se distingue d'abord par sa couleur unique bleu lazuli et par quelques petits détails que vous allez voir. Alors en quoi elle se distingue cette 4 chevaux par une 4 chevaux normale? Écoutez, la 1063, c'est pas compliqué. Pour l'alléger, on a remplacé tout ce qui était partie en chrome par des parties en aluminium. Sa face avant est très distinctive avec ses 4 phares qui sont recouverts par des grilles de protection. Celle-ci est équipée de jantes alu spécifiques qui étaient en option au catalogue, qui sont d'ailleurs des modèles très très rares. Et à l'arrière, surtout, si vous voulez savoir comment on distingue une vraie 1063, c'est grâce à ces deux grilles d'aération plus larges qui permettaient d'avoir une meilleure circulation d'air à l'intérieur du moteur. Alors sur le capot, normalement, on retrouve le petit moteur de la 4 chevaux qui est entièrement modifié. Bon, ici, on a une version un petit peu différente, puisque comme je vous l'ai dit, ce n'est pas une version d'origine de la 1063. Et à l'intérieur, vous allez voir, c'est très dépouillé, puisqu'on retrouve pour l'alléger des sièges type flexomobile, comme on appelle, qui étaient des sièges tout simplement faits avec des sangles. Alors pareil, ils ne sont pas spécifiques à ce modèle-là, parce qu'ils appartenaient au catalogue d'options de la 4 chevaux. Et sur le tableau de bord, on retrouve des indicateurs spécifiques, donc un ampèremètre à gauche, un indicateur de température d'eau, un contour gradué jusqu'à 8000 tours, un compteur de vitesse gradué jusqu'à 160 km/h, un indicateur de température d'huile. Entre les deux sièges, on retrouve le starter, le réglage d'avance à l'allumage et le petit switch qui permettait de passer du réservoir avant au réservoir arrière. Et à l'arrière, normalement, il y avait quand même une banquette qui ici a été enlevée. Alors il faut savoir, pour ceux qui couraient les 24 heures du Mans avec ces voitures, parce que oui, elles ont fait les 24 heures du Mans, ils arrivaient régulièrement à enlever la banquette arrière pour la remplacer par un réservoir additionnel qui ne restait pas en place après parce que ça dégageait des odeurs d'essence assez insupportables dans l'habitacle.
Alors bien sûr, tous ces chiffres que je viens de vous donner, ça peut paraître un petit peu ridicule, mais c'est quasiment le double de la puissance d'origine de la 4 chevaux qui ne faisait que 18 chevaux à la base. Et donc, c'est sur cette voiture que Jean Rédélé va faire ses armes. Ce fils de garagiste diplômé de HEC et plus jeune concessionnaire Renault de France va engager sa première 4 chevaux qu'il a préparée lui-même sur un rallye entre Dieppe et Rouen. Et il va remporter la course dès sa première participation, rien que ça. Grâce à ses talents de pilote, il va se faire remarquer par Renault qui va lui offrir un volant dans son écurie. Alors toujours au volant de sa 4 chevaux, il va continuer à se faire remarquer en remportant entre autres les 1000 milles et la Liège-Rome-Liège dans sa catégorie, en plus de bientôt de Critérium bien sûr. Mais de toutes ces courses, Rédélé dira que celle qu'il préférait, c'était celle qui se passait sur les routes sinueuses des Alpes. Et ce sont ces courses alpines qui vont lui inspirer le nom de sa marque forcément. Parce que si Rédélé appréciait beaucoup sa 4 chevaux, il pensait qu'elle pouvait faire encore mieux et qu'elle méritait une robe un petit peu plus sportive et sexy. Sa première idée va donc être de réaliser sa propre voiture sur base de 4 chevaux. Pour ça, il va faire appel au designer italien Michelotti qui va lui dessiner la Rédélé spéciale et dont la carrosserie en alu sera construite par les ateliers Alemano. Malheureusement, Rédélé n'a pas les moyens de ses ambitions et c'est un industriel américain qui va donner un second souffle à son projet en 1954. Zach Reed est donc un spécialiste de la construction de coques de bateaux en plastique, amateur de petits coupés européens, et qui rêve de concurrencer les roadsters anglais en construisant ses propres voitures. C'est donc en se rapprochant de Renault dans un premier temps qu'il va découvrir la Rédélé spéciale, dont il va littéralement tomber amoureux, et il va proposer un deal avec notre petit français. Pour 2 500 $, il lui rachète les droits pour construire la Rédélé spéciale sous le nom de The Marquis aux USA, en les habillant de ses carrosseries en plastique, et en échange, il fournira à Rédélé les machines-outils et les gabarits pour qu'il construise ses propres voitures en métal en France. De retour aux États-Unis, Zach Reed lance la société Plasticar pour produire ses voitures, et il s'emballe en présentant la Rédélé spéciale The Marquis au Motor Show de New York à grand renfort de publicité. Mais l'aventure, hélas, va vite tourner court. Les coques en plastique sont en effet beaucoup trop lourdes et leur assemblage sur les châssis de la 4 chevaux achetée à Renault est une vraie galère. Devant toutes les difficultés rencontrées, Plasticar ne réussira jamais le lancement de ses voitures, et Rédélé va devoir se désengager de leur association sans avoir jamais reçu les machines promises. Mais notre petit Français, il a de la suite dans les idées, et aussi pas mal de chance, car suite à ce premier échec, il va être mis en contact avec Jean Gessalin de la carrosserie Chappe et Gessalin, par l'intermédiaire de son beau-père Charles Escoffier, concessionnaire lui aussi Renault, mais à Paris. Et Gessalin venait justement de dessiner un petit coupé sur base de 4 chevaux qui va tout de suite séduire Rédélé. Et de cette association va naître en 1955 la marque Alpine en référence aux victoires en Critérium des Alpes remportées par Rédélé. Et leur premier modèle sera désigné A106 en référence cette fois-ci au modèle 4 chevaux 1063 dont on aura fait sauter le 3. Puisqu'au départ, la voiture devait s'appeler 4 chevaux Alpine en fait. Donc, si Chappe et Gessalin gèrent la fabrication de la voiture, c'est Rédélé qui s'occupera de la promotion et de la commercialisation. Et c'est le 6 juillet 1955 que seront présentés les 3 premiers modèles, une bleue, une blanche et une rouge, forcément, parce que oui, Alpine, c'est français et c'est fier de l'être. Sous sa coque en polyester, on retrouve le châssis de la 4 chevaux avec le moteur de 750 cm3 boosté à 21 chevaux grâce à un carbu double corps et une culasse et des pistons en alliage qui permettent un petit 125 km/h de pointe. Mais au fil des années, on va voir apparaître quelques variantes comme la 1000 milles qui sera dotée d'un nouveau système de suspension arrière à 4 amortisseurs couplé à un moteur de 4 chevaux 1063 de 38 chevaux, ce qui lui fait gagner 20 km/h de vitesse de pointe. Il y aura aussi une version avec les phares intégrés à l'avant dans le nez de la voiture et non plus saillants en boudelle comme c'est ici le cas. Viendront ensuite les versions cabriolet et coupé sport, qui est en fait un cabriolet avec un hardtop soudé, mais qui ne seront plus produits par Chappe et Gessalin, mais par RDL, la nouvelle société fondée par Jean Rédélé lui-même, qui cherchait à se détacher de Chappe et Gessalin, qui lui mettait un petit peu des bâtons dans les roues. Alors même si la petite A106 fera le bonheur de quelques pilotes dans des épreuves sportives, elle ne va pas non plus déchaîner les passions, puisqu'entre 1955 et 1960, il ne s'en vendra en tout et pour tout que 251 exemplaires, et tous les modèles confondus. Alors autant vous dire que si vous en voyez une comme ça, profitez-en, parce que vous n'êtes pas prêt d'en recroiser une. Mais conscient qu'il doit étoffer sa gamme, Rédélé va proposer à partir de 1957 la 108, celle qui est là, qui reprenait en gros la même base que la 106, mais avec une mécanique de Dauphine cette fois-ci. Proposée elle aussi en version coach ou cabriolet et très peu différente de la 106 en vrai, elle se veut plus sportive grâce à une toute nouvelle gamme d'options allant de la suspension 1000 milles à 4 amortisseurs, en passant par une boîte 4 ou 5 vitesses et un moteur de Dauphine Gordini de 70 chevaux qui la propulse à 170 km/h.
Mais au Tour de France automobile de 1960, une nouvelle Alpine A108 va débarquer avec une toute nouvelle carrosserie. En partant de la base du cabriolet, ils ont complètement changé le dessin de l'auto qui ressemble plus trop maintenant à la 106. L'arrière abandonne le hardtop soudé et s'étire pour finir par une grille et une face avant également redessinée pour redevenir une vraie berlinette. D'ailleurs, cette nouvelle face avant, on va aussi vite la retrouver sur le coach et le cabriolet. Fini donc les phares droits, ils sont maintenant sous une bulle et enserrés dans un avant plus arrondi et plongeant. C'est une toute nouvelle auto qui fera plus parler d'elle par son physique d'ailleurs que par ses résultats sportifs malheureusement, et qui sera produite par les usines de Dieppe et non par celles de Chappe. Mais Chappe, qui ne voulait pas rester en retrait, va proposer une version 2+2 de l'A108 avec une particularité, un châssis poutre que Ray Daley avait toujours rêvé de voir sous une de ses voitures. Et si ce modèle 2+2 ne plaisait pas trop à Ray Daley, eh bien le châssis poutre, lui, va être généralisé à toutes les voitures à partir de 1961. Alors bien sûr, la 108 va continuer à s'améliorer au fil des années en recevant un radiateur à l'avant, les suspensions 1000, un double carburateur ou encore les freins à disque de la R8 avant d'arriver en fin de carrière en 1965. Mais si cette voiture va connaître un vrai petit succès en France, avec près de 1500 voitures vendues, elle va aussi être la première Alpine à s'exporter. Et c'est d'ailleurs de l'autre côté de l'Atlantique qu'on va la retrouver, et au Brésil. En effet, Willys Overland y produisait déjà les Dauphines sous licence. Et surtout, eh bien, la population brésilienne est jeune et une petite frange commence à avoir des moyens. Il leur faut donc une voiture sympa dans la gamme, et c'est l'Alpine A108 qui va être choisie pour sa mécanique Renault bien sûr, mais aussi parce que la production d'une carrosserie polyester ne demandait pas trop de gros investissements. À la fin de l'année 1961, on présente donc la Willys Interlagos du nom d'un célèbre circuit, et elle entre en production au milieu de l'année 62. La berlinette, mais aussi les versions coupé sport et cabriolet, seront produites localement jusqu'en 1966 à 822 exemplaires. D'ailleurs, la version qui se trouve derrière moi arrive directement du Brésil, puisqu'en fait, ce n'est pas une A108 française, mais c'est bien une Interlagos. Et pour la petite anecdote, eh bien, elle sera aussi produite en Espagne, à seulement 300 exemplaires, par la société FASA, qui produisait elle aussi des Dauphines. Alors bon, c'est vrai que la 108 est souvent la petite oubliée de l'histoire parce qu'elle fait vraiment la charnière entre la 106 des débuts et la 110 qui se trouve ici, et qui sera celle qui marquera vraiment l'histoire d'Alpine. Cette A110 sera donc produite pendant 15 ans, entre 1962 et 1977, à plus de 7500 exemplaires. Et elle va connaître une multitude de versions, en passant du premier Cléon fonte de 956 cm3 de 55 chevaux au Cléon 1,8 litre turbo de 250 chevaux en compétition. Et pendant toutes ces années de compétition, eh bien, elle va tout gagner. Et il serait vraiment trop long d'en faire la liste de son palmarès maintenant. Alors je vais m'arrêter là pour aujourd'hui, parce que l'Alpine A110 mériterait un épisode de 3 heures minimum à elle toute seule, et que je me prendrai ensuite des tonnes de commentaires de tous les spécialistes qui en savent plus que moi. Et puis de toute façon, il faudrait continuer ensuite avec la 310 ou une 610 que je n'ai pas sous la main pour continuer cette vidéo d'aujourd'hui. Alors en attendant la suite, eh bien dites-moi dans les commentaires si vous aimeriez que j'en fasse l'essai sur route d'une de ces petites merveilles. Et puis bien sûr, vous connaissez la manœuvre, si vous voulez soutenir la chaîne, il y a mon Tipeee en description, ou vous pouvez tout simplement rejoindre la chaîne en vous inscrivant ici. Vous pouvez aussi mettre un petit pouce en l'air qui fait plaisir, un commentaire pour le référencement, sans oublier les abonnements et la cloche. Bref, on se retrouve la semaine prochaine pour parler encore et toujours auto et aéro bien sûr. Allez, tchuss!